Ma venue au monde s'est fait comme tout le monde. Une grossesse normale. Et quand ma maman a senti la grossesse, elle est partie voir mon papa, naturellement. Et elle lui a dit. Et le gars, il a regardé ma maman et comme tout bon père, il a reconnu la grossesse. Mais il a ajouté que, vu l'avancée de son âge, il ne pouvait pas s'occuper de la grossesse en fait. Parce que s'il investit, le temps que moi je réussisse, il serait déjà mort en fait. Je ne pourrais pas lui rendre l'appareil. Non, non. Il y a des gens qui se sentent choqués ou... Non, ne vous sentez pas choqués en fait. Parce que le gars, il est dans le futur, il a compris. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi. Mais le gars, il est mort en 2008. Donc imaginez-vous s'il avait investi sur moi. C'était à pète en fait. Sérieusement, et moi je suis vraiment habitué à ça parce que quand quelqu'un naît avec ce genre d'échec, je me suis dit ma vie c'est que des échecs en fait. Donc j'ai commencé à me préparer aux échecs et vous devez comprendre qu'automatiquement ma maman a joué le rôle de mon père et de ma mère. Après logiquement, ta maman joue le rôle de ton père et de ta mère, tu dois être un bon enfant, n'est-ce pas? Parce que pour créer une personnalité, il faut savoir que déjà pour la personnalité, moi ma définition de la personnalité c'est que c'est l'ensemble des connaissances qu'on acquiert durant tout notre moment sur la terre, en fait. Et ces connaissances, on les reçoit où? Dans notre famille, avec l'éducation que nos parents nous donnent. Et moi, ma maman m'a dit une chose, elle n'est pas allée loin dans les études, mais elle va s'arranger pour ne pas qu'on dise que si on n'a pas réussi, c'est de sa faute, en fait. Et donc, ma maman a commencé à payer mes cours, j'ai commencé à aller à l'école. Mais honnêtement, je n'imaginais pas d'être humoriste un jour. Mon premier rêve, c'était d'être pilote. Ouais. Et même moi, actuellement, quand je pense à ça, je me pose des questions. Frère, tu comptais sur quoi pour faire ça, en fait? Sérieusement, parce que plus on évoluait, je me rendais compte que je n'aimais pas l'école, en fait. Et je m'éloignais plus des maths et des physiques chimiques qui pouvaient me permettre de consolider une bonne base pour essayer d'espérer être un jour pilote. Moi, j'aimais m'amuser. Donc, c'est mort. Il n'y a plus une histoire d'être pilote, en fait. Il n'y a pas ça. Échec. Après, moi, je suis un pédant, je suis habitué aux échecs et je suis à Bobolet. Et vous avez toujours des clichés sur notre commune. Non, c'est la violence. C'est vrai, mais aussi le football. Et j'ai voulu être footballeur à un moment de ma vie. Comme on le dit chez nous, l'homme propose et Dieu dispose. Mais moi, dans mon cas, l'homme a proposé, ma maman était là pour bloquer que Dieu dispose en fait. Non, sérieusement, elle m'a dit clairement, tu veux partir à l'école, d'accord. Tu veux jouer au football, d'accord. Mais il faut savoir que pour jouer au football, on doit avoir un diplôme en fait. Que Drogba Didier a un diplôme, il a le bac. Après, moi, je savais qu'il y avait des footballeurs qui sont vraiment là, qui n'ont pas joué au football, que je connaissais. Mais tu ne payes pas des loyers, tu ne payes pas de facture d'eau, tu n'as pas de mot à dire. Deuxième rêve, éteint. Ça fait combien? 3 échecs pour commencer. Et je commence à rentrer dans la délinquance parce que j'ai mes amis, on joue au jeu de hasard. Je commence à jouer, je prends l'argent de la facture pour aller jouer au jeu, je ne gagne pas. Et je me rappelle qu'une fois, je jouais et j'ai gagné. Et la personne que j'ai gagné l'a dit, elle n'allait pas me laisser en fait. Et chez nous, à Bobo, on se comprend. Quand on dit je ne vais pas te laisser, c'est qu'il va envoyer un groupe derrière toi pour faire des histoires. Et ma maman avait peur, elle m'a envoyé à Boaké. Donc je suis arrivé à Boaké, je me suis dit, bon, comme tu m'as envoyé à Boaké sans mon gré, toi tu n'as pas d'argent et c'est toi tu penses que tu as ton mot à dire en fait, tu vois. Donc je disais, comme elle ne m'a pas demandé mon avis pour m'envoyer à Boaké, je vais boycotter les cours en fait. Donc je partais à l'école, mais je ne faisais pas les cours. Je n'avais pas une bonne moyenne, j'ai repris ma classe de seconde. Et après, j'ai commencé à prendre conscience pour me dire, mais tu ne peux pas être footballeur parce que si tu essaies de jouer au football à Boaké, le temps d'arriver à Abidjan, tu seras vieux. Ouais. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui diminuent leur âge, en fait, tu vois. Tu seras vieux. Donc, c'est pas possible, en fait. Je peux pas être pilote. Bon, après, je suis pas intelligent. J'arrive à comprendre ce que les professeurs disent. J'arrive à bien réagir quand je veux à l'école. Et du coup, j'ai commencé à dire, bon, ok, je vais à l'école juste pour faire plaisir à la femme, en fait. Pour montrer que je suis intelligent, avoir les diplômes, mais je sais pas quoi faire, en fait. Et je vais. On crée une troupe de théâtre dans l'école. Je dis, bon, ok, c'est pas grave. Je vais me distraire parce que je suis seul à Boaké. Je vais me distraire. Donc, je commence à faire les scènes, les gens commencent à apprécier. Et il y a un professeur de art plastique qui m'a dit, ben, enfin, toi, ce que tu fais, c'est mieux d'aller à l'INSAC, tu vas perfectionner ton truc, et puis, ça peut te donner à manger, en fait. Après le bac, j'ai dit à ma maman, je vais étudier le théâtre.
honnêtement, je ne connaissais pas les débouchés du théâtre. Mais en vrai, je sentais que je ne travaillais pas quand je faisais du théâtre. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup paresseux. Ouais. Et donc, j'ai décidé de partir faire le théâtre. Mais la femme, elle ne comprenait pas. Elle me dit, non, tu ne peux pas partir étudier pour faire rire. Parce qu'elle-même, elle nous faisait rire tout le temps à la maison, en fait. Donc, moi, je lui ai dit, en fait, si je fais le théâtre, je ne savais pas, j'avais pas d'assurance. J'ai dit, si je fais le théâtre, je vais passer dans les films, en fait. Et elle a accepté, elle a payé les cours, j'ai passé le concours, ça a marché. Et je suis arrivé là-bas, je croyais qu'ils allaient être aussi faciles que ça, en fait. Quand je suis arrivé dans l'école, bon, j'ai fait la rotation. En fait, j'ai tourné sur moi, comme on le disait au CE1, la Terre tourne sur elle-même pendant 24 heures, pendant le jour et la nuit. C'est-à-dire, quand la Terre tourne, il y a un résultat, en fait. Mais moi, pendant 2 ans, j'ai tourné, mais il n'y avait pas de résultat. Et je me rendais compte que j'étais nul. J'étais pas fait pour le métier parce que je faisais des castings, on me prenait jamais. Il y a une seule fois, ils m'ont pris et j'ai appelé ma maman pour lui dire, ah, cette fois-ci, là, je tourne un film, mais ça va passer tel jour et il faut regarder. Et quand le film est passé, je vous jure, mon passage a fait 10 secondes. J'étais figurant, tu vois. Et j'ai même pas parlé, en fait. Ça fait 10 secondes. Et donc, vous comprenez que quelqu'un ne peut pas payer des coûts et puis tu vas venir faire 10 secondes, en fait, tu vois. Donc, j'avais plus le courage de lui demander de l'argent. Et je ne pouvais pas aussi être distribué dans les scènes parce qu'on me disait que pour une pièce de théâtre, il faut avoir une formation, il faut avoir un jeu d'acteur. Bon, quelqu'un qui est en première année, jeu d'acteur, il gagne ça où, en fait? Donc, je ne pouvais pas, tu vois. Et donc, du coup, j'ai participé à beaucoup d'ateliers de formation pour pouvoir développer mon niveau, tout. Et j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et aussi, à côté, je me disais que je vais à l'école, mais je n'ai pas d'argent, en fait. Tu dois manger. Parce que si tu as faim pour étudier, c'est compliqué. Donc, j'ai commencé à faire des livraisons de chaussures. En fait, c'était mon ami qui était étudiant et qui faisait des livraisons. Et à chaque fois, il me donnait 500, 1000 francs. Il s'appelle Anthony Cramo Harod. Et je lui ai dit un jour, au lieu de me donner tout le temps 1000 francs, 500, est-ce que tu vas pas m'aider à faire les livraisons, en fait? Il m'a dit, il n'y a pas de souci, allons à Djamé. Donc, souvent, quand vous êtes sur Internet et puis vous voyez des chaussures, vous pensez que ça quitte aux États-Unis. C'est nous qui les livrons, en fait. On est à Djamé. Et j'ai continué dedans et pendant mes ateliers de formation, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, et il y avait un spectacle de restitution d'un atelier de formation et j'ai croisé quelqu'un, il s'appelait Wilma Yao, c'était un humoriste. Et après le spectacle, moi j'écoutais beaucoup la radio en fait parce que j'aimais beaucoup la radio et je voulais faire la radio. Mais la direction de la radio, c'est pas celle que j'ai prise en fait, donc c'est mort, tu vois. Et donc, je lui ai demandé, mais comment on fait pour intégrer votre coin? Il m'a dit, non, viens, c'est tous les dimanches en 15. Si tu as un test, tu viens, tu dis, tu veux jouer, puis ils vont te programmer. Bon, moi, je quittais à Bobo comme commando pour arriver à l'école de gendarmerie à Cocody parce que l'endroit, c'était le Bao Café. Donc, je venais tout le temps. Maintenant, c'est le Dikoko. Je venais tout le temps et je disais, moi, je veux jouer. Bon, après, c'est là que j'ai compris que relation est mieux que diplôme. On ne te connaît pas, tu ne joues pas. Si tu veux, il faut être drôle comme un commandant. Tout le temps, je venais. Et un jour, avant d'arriver à un jour, parce qu'il faut expliquer bien comment ça s'est passé en fait. En fait, il y a les serveuses dans la salle et il y a une que je ne vais pas oublier son nom jusqu'à ce que je meure. Elle s'appelait Laure. En fait, la dame, elle était au marquage. C'est-à-dire quand vous venez, elle vous demande vous prenez quoi. Bon, moi, la boisson, c'était 1000 francs. En fait, une bouteille de sucrerie, c'était 1000 francs. Mais mon transport aller-retour à Bobo, c'est 1000 francs. Donc, imaginez si je paye, je fais comment pour retourner? Sachant que c'est dimanche, le lendemain, il y a les cours à l'INSAC. Donc, j'étais obligé de lutter. Souvent, quand elle vient, je me cache. Non, je dois jouer à chaque fois. Et un jour, on dit, bon, lui, il vient tout le temps, il veut jouer, programmons-le. C'est bon. Tout le temps, tu viens, tu ne joues pas. On te donne l'opportunité. Montre-nous ce que tu peux. Et je fais quoi? Je fais un test sur la masturbation. Bon, après l'humour, tout le monde faisait l'humour pour faire rire. Beaucoup pensent que l'humour, c'est pour faire rire, juste pour faire rire. Donc, moi, je fais un test sur la masturbation. Et je commence à jouer mon test. Et là où Madame la ministre est assise, il y avait un enfant qui était là, en fait. Et à côté, il y avait sa maman. Et moi, je me suis à fond dans mon test, en fait. Je joue. Et pendant que je joue, je vois la maman qui ferme les oreilles. Elle bouche les oreilles de son enfant, en fait. Et moi, genre, c'est ma première scène. Moi, je ne comprends pas. Donc, ça me casse, en fait. Échec, tu vois. Bah, après, je suis habitué maintenant. Sinon, à l'époque, c'était vraiment... Ouais. Et je finis, je descends. Moi-même, je sens que je n'ai pas bien joué. Je sens que ma prestation n'a pas marché. Mais dans ça, il y a des amis qui viennent te dire, ah non, c'était bien, non, tu as tué. C'est là que j'ai compris qu'il y avait l'hypocrisie dans le métier des arts et j'ai commencé à
Ah ouais, d'accord. Et mais parmi, tu vois, toutes ces personnes, il y a quelqu'un qui s'est démarqué. Lui, il ne m'a pas dit directement, en fait. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il me dit, en fait, ton passage n'a pas marché, pas parce que ton test n'était pas drôle, mais juste parce que tu n'assumais pas ce que tu disais. Il dit, mais lui, il raconte quoi? J'ai joué, tout le monde n'a pas arrêté. Il dit, bon, explique-moi. Il dit, en fait, en humour, il faut faire rire, mais il faut avoir de la personnalité, en fait. Ce qui fait que même si quelqu'un ne te voit pas, il sait automatiquement qu'on pense à toi. Il sait que c'est toi. Donc, du coup, moi, je me dis, ah, d'accord. Donc, je dois faire quoi? Ah ouais, il y a des clichés sur Abobo, mon vécu, d'accord. Donc, je commence à écrire mes tests. Je lui demande, est-ce que tu peux m'aider à structurer mes tests parce que je ne connais pas? Il dit, il n'y a pas de souci. Premier test, j'écris un test de 4 pages. Je dis, ce n'est pas un documentaire, on est là pour faire rire. On se retrouve à 1 page. Donc, je dis, OK, d'accord, on commence à écrire, on joue. Mais je ne suis pas programmé, en fait. Parce que je suis déjà passé, ça n'a pas marché. Donc, il ne faut pas que je vienne gâter leur public, en fait. Donc, je viens tout le temps. Et un jour, je suis arrivé et ceux qui étaient programmés, les stades de la soirée n'étaient pas vite arrivés, en fait. Donc, on me dit, Clint Hélès, va, tu as 3 minutes. Donc, je joue, j'écris pas des tests, en fait. Je joue mon vécu. Pour dire, non, une fois, je suis arrivé ici, j'ai joué un test sur ça, ça n'a pas marché. Les gens commencent à rire et je sens que les gens sont à fond, en fait. Ils disent, bon, on m'a donné 3 minutes, il ne faudrait pas que je dépasse, sinon, vous n'allez plus me voir sur cette scène. Mais si c'était tout pour moi, tout le monde applaudit. Et c'est, ah non, fais pas. Non. Tu vois. Et on commence à me programmer, mais c'est pas tout le monde qui comprend, en fait. Il y a des gens qui disent, non, on ne comprend pas, c'est pas drôle. Et quand j'arrive à mettre mes prestations sur Internet, il y a des gens qui m'envoient des critiques, mais comme s'ils me connaissaient, en fait. Non, c'est pas drôle, ce que tu fais, ça fait pas rire, tout et tout. Et moi, je suis à fond dans mon truc, en fait, parce que je me dis, je suis un perdant, je suis habitué à perdre, en fait. Mais si je dois perdre, il ne faudrait pas que j'accuse les autres. Vous pouvez me dire, c'est pas drôle, et je vais arrêter. Et quand ça va pas marcher, je dis que c'est sa faute, en fait. Je veux que, si ça marche pas, c'est moi ma faute. C'est moi qui ai décidé de prendre ce chemin-là. Il faut que j'assume. Donc, j'étais dedans, j'écrivais mes trucs, et Montreux Comédie vient en Côte d'Ivoire. Et ils font un casting. Bon, après, moi, je me suis dit, je fais ça, c'est peut-être dans 10 ans que je vais voyager. C'est juste une ligne dans mon CV et puis on avance. Casting, on est plus de 100, on prend 15 personnes, je suis parmi les 15. Parmi les 15, on doit tirer 8 pour faire la finale, je suis parmi les 8. Et à la finale, je me dis, comme ma maman ne voulait pas que je fasse le métier des arts, je vais l'inviter, elle va venir voir le spectacle. Et on finit le spectacle, c'est moi qui suis retenu et je dois partir représenter la Côte d'Ivoire à Montreux en Suisse. Donc, je me rappelle que quand je l'appelais ma maman, elle était encore dans le taxi pour lui donner l'information. Elle a fait plus d'1 minute à crier en fait, « Ouh, félicitations mon fils. » Et je finis de gagner le concours, on est en mars 2019. Je dois partir à Montreux en décembre 2019. Vous voyez l'intervalle. Mon patron qui me permettait de faire les livraisons a vu que je dois partir en Suisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai plus droit aux livraisons, en fait. Je ne peux plus faire des livraisons parce qu'il se dit, je ne sais pas, mais il y a beaucoup qui se disent ça, en fait. Le fait de juste partir en Europe, tu as réussi dans ta vie, en fait. Donc, il s'est dit, non, toi, tu ne peux pas partir en Suisse et puis tu vas venir faire les livraisons. Donc, du coup, ça devient compliqué. Et le bar au café où on avait le temps de jouer 2-3 fois et puis on nous donnait 10 000 francs pour manger, ferme parce qu'ils n'arrivent plus à payer les loyers. Donc, ils ferment et moi, je ne peux plus jouer parce que la concurrence ne veut pas me prendre. Parce que la concurrence trouve que ce n'est pas elle qui m'a révélé et elle en conflit avec Montreux qui m'a révélé. Donc moi, je suis là, je ne joue plus. Je suis vraiment frustré, tu vois, mais je suis habitué à l'échec. Donc je dis, ça va. En attendant que je réussisse, je vais continuer à travailler mon test, écrit, et je pars à Montreux, je reviens, pareil. Je ne suis pas sur la scène de Montreux Comédie, tu t'es dit, bon là c'est fini, les gens vont comprendre maintenant ce que tu voulais faire passer comme message. Mon passage sort sur la chaîne YouTube de Montreux, je dis, ok, ça va passer. Mais je vois les commentaires après. Mais c'est qui lui là? Il est parti salir notre commune pour aller faire rire les Blancs. C'est même pas drôle en fait. Et c'était en 2019. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je n'étais pas fort, je n'étais pas prêt mentalement. Le mental que j'ai actuellement, je ne l'avais pas en 2019 en fait, tu vois. Donc j'ai dit, je peux pas, je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est le métier que j'ai décidé de faire? Et tu vois Adrien Planès qui m'aidait à écrire mes tests, qui dit, ah bah d'accord, il faut qu'on l'aide en fait. Il me dit, non, laisse tomber. Les commentaires qu'on te donne de façon négative, tu peux les utiliser pour pouvoir, et je vais dire, les utiliser en ta faveur en fait. Et donc c'est ce que je fais. Quand je monte sur scène, vu que les gars disent que je ne suis pas drôle, avant de commencer, je dis, bon, moi,
je ne fais pas rire. Donc, si ça vous fait rire, tant mieux. Ça ne veut pas rire. Vous-même, vous savez que je ne fais pas rire. Après, quand je dis ça, tu ne peux plus m'attaquer, en fait. Et je sais que... Oui. Et pendant que je évoluais, à chaque fois dans mes prestations, j'ai toujours des personnes qui me disent ça, en fait. Et avant de partir à Montreux, il y a les amis d'Adrien, qui sont des réalisateurs, qui ont décidé de monter un documentaire pour suivre le projet, en fait, pour filmer un jeune humoriste africain, comment il écrit ses textes pour aller faire rire des gens de l'autre côté qui ne connaissent pas sa culture. Et donc, moi, je me dis, d'accord, ils sont là, ils me suivent, tout et tout, tu vois, on y va, le truc est fini. Je me dis, en Côte d'Ivoire, on connaît, quand on finit de faire, 2 jours après, on publie. Bon, le truc est monté en 2019. Ils me disent qu'ils cherchent des clients. Jusqu'en 2022. C'est compliqué, en fait. Moi, je me dis, le documentaire va sortir et puis il va montrer aux yeux du monde qu'effectivement, quand je parlais d'Abobo de cette manière, c'était un objectif caché derrière, en fait. Mais le documentaire ne sort pas. Et donc, moi, je continue de travailler, je continue d'écrire mes thèses avec les frustrations que je suis, même à l'école. Il y a mon professeur, en fait, c'est quelqu'un que j'ai considéré comme mon père, qui me dit directement, toi, tu n'es pas drôle, tu n'es pas fait pour être humoriste. De prime abord, ça m'a choqué, en fait. Mais je me suis dit, mais ça peut me motiver. Parce qu'il y a une de mes amies aussi qui m'a dit, toi, tu penses que tu fais drôle, tu fais rire avec ce que tu racontes. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ces 2 phrases-là qui m'ont vraiment motivé à écrire mes thèses. Je continue à écrire des thèses et je continue à me faire connaître, en fait, dans des spectacles. Mais je choisissais, en fait. Toi, tu n'as pas assez d'argent, mais c'est toi qui dis, tu ne joues pas dans l'anniversaire, tu ne joues pas dans le mariage, tu ne joues pas dans le baptême. Tu n'as rien, c'est toi qui as beaucoup de principes, en fait. Donc, je jouais dans les premières parties des spectacles, mais je choisissais les spectacles. Et je me rappelle que dans une des premières parties du spectacle de Juste Crépin, je ne sais pas si beaucoup le connaissent, Mariam Koulibaly était dans la salle avec son mari et je finis de faire mon passage. Elle apprécie, elle filme et elle met sur sa page Facebook. Donc moi, je finis, je rentre à Boaké, je vais voir ma maman et je reçois un appel. Veux-tu faire de la radio? Pourtant, c'était un rêve que j'avais dès le départ, en fait. Elle dit, mais il n'y a pas de souci, en fait. Donc, on m'appelle sur Fréquence 2 et je suis chroniqueur sur Fréquence 2 dans la matinale. Et ça fait 2 ans maintenant, je suis chroniqueur sur Fréquence 2. Et les portes commencent à s'ouvrir. Mon humour qui n'était pas accepté par tout le monde commence à gagner du public. Et il y a des gens qui commencent à me soutenir. Il y a des gens qui me soutiennent dès le début. Dans tous mes spectacles, ils sont tout le temps là. Honoré Djarasoba et sa femme, ils sont tout le temps là, ils me soutiennent. Et moi, je continue dans mon truc, en fait, parce que mon objectif, c'est pas la Côte d'Ivoire, en fait. J'ai pas envie d'être populaire. J'ai envie d'être célèbre. Et pour être célèbre, c'est très compliqué. Ouais. J'ai pas envie, en fait, et à un moment, j'ai commencé à avoir de la peine parce que ma maman m'envoyait des messages. Quand je faisais des sketchs, je suis à Bobo, ou je parlais sur les... Parce que je parlais beaucoup du gouvernement, j'attaque beaucoup le gouvernement dans mes sketchs. Ma maman m'a appelé un jour pour me dire, arrête de parler d'Abobo, pardon. Parce que je sentais dans sa voix, genre, tu es l'espoir de la famille, en fait. Les autres ne sont pas allés loin. Mais moi, j'étais à fond dans mon truc, je continuais. Et Montreux revient à Abidjan et rachète le Bao et ça devient le Dikoko. Il décide de signer 10 membres, 10 jeunes humoristes qui font du stand-up. Et moi, je suis dans la troupe. Logiquement, c'est ma passion. Je devais être dans de bonnes conditions pour pouvoir créer. Mais dès que je signe le contrat, j'ai l'impression que ma passion est devenue un poison, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de sollicitations, il y avait la radio le matin, il y avait des scènes que tu devais faire, il y avait des placements de produits que tu devais faire. Donc, j'arrive plus à avoir du temps pour moi-même, pour pouvoir écrire de nouveaux textes, en fait. Donc, du coup, je commence à penser à la parole de ma maman qui me disait que c'est pas mieux, tu vas faire communication ou bien espagnol pour pouvoir avoir un métier où ils vont te payer à la fin du mois, en fait. C'est là que j'ai compris que la sécurité, à la limite, c'est ce que les parents pensent qui est de mieux pour nous. Mais en vrai, la sécurité t'enferme, en fait. Parce que moi, je me suis dit, prends les risques. La vie sans risque ne vaut pas d'être vécue, en fait. Et moi, j'ai pris des risques. J'ai essayé ce que je pouvais. J'ai fait. Et actuellement, je représente la Côte d'Ivoire un peu partout. Je vais aller en France. Je vais aller représenter la Côte d'Ivoire dans la sous-région, au Burkina, au Togo, au Niger, en Guinée. C'est vraiment ce que je fais comme métier. Mais le message que j'ai envie de laisser avant de partir, c'est que c'est vrai que souvent, quand tu viens d'un quartier comme Abobo, ou même d'une famille où ça va pas, on te dit de ne pas rêver. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'il ne faudrait pas que le manque de moyens nous empêche de rêver. Merci, c'était tout pour moi.